Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode, nous abordons la question de l'intelligence collective, une notion qui trouve aujourd'hui une nouvelle jeunesse avec la numérisation. Pourtant, certains la considèrent comme une évidence et d'autres comme un mythe. Alors, si elle existe, comment mobiliser l'intelligence collective, Michel ? Pas si simple, Rachel. Pourtant, la notion d'intelligence collective ne date pas d'hier. On peut même la faire remonter à 1785, lorsque le marquis de Condorcet note qu'une décision a d'autant plus de chances de se révéler bonne que le nombre des membres du groupe qui la prend est grand. Et c'est Douglas Engelbart, le célèbre inventeur de la souris informatique, qui, en 1962, souligne la relation entre intelligence collective et performance d'une entreprise. Le travail en groupe apparaît alors comme plus efficace que la somme du travail individuel de chacun de ses membres. En 1994, le philosophe Pierre Lévy établit le lien entre intelligence collective et cyberculture. Il écrit « Chaque être humain est, pour les autres, une source de connaissances ». Il souligne que chacun sait quelque chose, mais que personne ne sait tout. L'une des premières manifestations de cette mise en commun des savoirs, c'est Wikipédia, l'encyclopédie universelle collaborative lancée en 2001. Critiquée à ses débuts, elle s'est largement imposée comme une référence dans de nombreux domaines. En juillet 2018, Wikipédia en français a franchi le cap des 2 millions d'articles rédigés par 19 000 contributeurs réguliers. Cette démonstration suffit-elle pour que l'intelligence collective se développe, dans les entreprises par exemple ? Malheureusement non, la principale difficulté réside sans doute dans les structures hiérarchiques verticales. Ces structures favorisent plus souvent le travail individuel que le travail en équipe. Ainsi, pour développer l'intelligence collective, il faut revoir les organisations en profondeur. Les outils informatiques et Internet favorisent cette évolution, mais ils ne sont pas tout-puissants et une réelle volonté du management des entreprises se révèle indispensable pour faire émerger une intelligence collective efficace. La contrainte de l'innovation n'est-elle pas un moteur du développement de l'intelligence collective ? Absolument, elle apparaît même comme un véritable catalyseur. La nécessité de remettre en cause une activité traditionnelle sous l'impact de la concurrence et des nouvelles technologies, en particulier du numérique, devient vitale. On parle beaucoup d'écosystème aujourd'hui. Cela revient à prendre en compte l'ensemble des acteurs d'une activité, aussi bien en interne qu'à l'extérieur avec les partenaires, les sous-traitants, les acteurs publics et même les clients. Imaginer de nouvelles solutions impose une mobilisation générale de toutes les ressources des entreprises, avec en particulier une réponse à la question posée par l'intelligence artificielle qui doit se mettre au service de l'intelligence collective humaine et non entrer en concurrence avec elle. Pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises peuvent tirer profit de l'intelligence collective, nous avons rencontré Francis Interman, directeur du département de recherche et d'études d'Accenture Monde. Francis Interman, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'intelligence collective aujourd'hui, d'une façon assez générale, mais certainement en approfondissant l'aspect entreprise de cette notion. Qu'est-ce que vous donneriez comme exemple un peu frappant de la manifestation de cette intelligence collective ? Pour nous, typiquement aujourd'hui, c'est la façon dont les entreprises arrivent à gérer ce qu'on appelle le pivot entre leur activité d'origine et la digitalisation de leur activité. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'investir énormément sur la digitalisation et que de cette façon-là, la transformation est faite. Pour nous, il s'agit au contraire d'arriver à trouver un bon équilibre entre les activités d'origine et les nouvelles activités. Et ça repose sur l'intelligence collective parce que les choix ne sont pas évidents et la mise en application n'est pas évidente non plus. Alors comment mobiliser à l'intérieur même déjà d'Accenture cette intelligence collective ? Est-ce qu'il y a une procédure particulière pour la stimuler ? Le point essentiel, c'est la montée en puissance des relations horizontales. Mais à l'intérieur de notre entreprise, comme chez nos clients et dans beaucoup d'entreprises, l'innovation aujourd'hui va être beaucoup moins une relation verticale, ordonnée et contrôlée par des responsables au niveau central et beaucoup plus le fait d'équipes transverses, horizontales, de collaborateurs qui vont se focaliser sur un problème, sur une solution à trouver de manière très, très fluide, temporaire également. Est-ce que ces structures horizontales et puis ce rassemblement de compétences très variées suffit à générer spontanément de l'intelligence collective ou est-ce qu'il y a d'autres ingrédients ?
En tous les cas, c'est un élément essentiel pour générer de l'intelligence collective telle que nous l'apprécions au jour d'aujourd'hui. Les autres éléments, c'est qu'évidemment, il doit y avoir un encouragement de la part du management pour que cela se fasse. Il ne s'agit pas de nier le rôle du management, mais de considérer que le management est beaucoup plus collaboratif, qu'il ne l'était il y a encore quelques années, qu'il s'agit évidemment de poser un cadre commun, un but commun, et ensuite de développer la confiance au sein de l'entreprise de telle façon à ce que les employés se sentent en confiance pour prendre des risques et innover, puisqu'il s'agit de cela. Pour innover, il s'agit de prendre des risques à un moment donné sur le plan individuel, sur le plan collectif, et que cela passe évidemment par la confiance que le management va accorder aux collaborateurs. Donc une implication du management, une évolution de ce management pour finalement favoriser l'émergence de cette intelligence collective? Tout à fait, tout à fait. Et ça veut dire laisser des marges de manœuvre aux collaborateurs, parce que dans un cadre traditionnel d'organisation d'entreprise, il n'est jamais facile de faire, et d'avoir une capacité à trier, à encourager d'abord, à trier ensuite les initiatives de ses collaborateurs, et évidemment de récompenser en conséquence les initiatives réussies ou moins réussies, mais en tous les cas les gens qui sont à l'origine de ces initiatives. Donc l'intelligence collective, il y a l'aspect intérieur à Accenture, et il y a l'aspect sans doute des relations que vous entretenez avec vos clients. C'est-à-dire la relation entre vos équipes et celle des clients. Et comment, dans ce cas-là, peut-être favoriser aussi chez vos clients l'émergence d'une intelligence collective? Oui, évidemment, nous travaillons avec tout l'écosystème. Donc je dirais que c'est même plus que les clients, sont aussi la partie fournisseur. Quand on regarde la façon dont se sont transformées les chaînes de valeur dans l'économie au cours des dernières années, la complexification de ces chaînes de valeur, on le voit avec les éléments de géopolitique aujourd'hui qui remettent en cause également un certain nombre d'éléments de l'organisation de ces chaînes de valeur. De ce fait-là, il est absolument indispensable de travailler avec les clients, et la partie design thinking dont je vous mentionnais tout à l'heure se passe en co-création avec les clients au quotidien, de travailler également avec les fournisseurs pour avoir une vue globale et intégrée des chaînes de valeur. Alors comment faire émerger l'intelligence collective dans cet univers avec plusieurs dimensions? Ça demande beaucoup de rigueur, paradoxalement, et beaucoup de discipline. Mais je pense qu'une fois qu'on a la rigueur, la discipline et la méthode, et qu'on accepte l'échec également de certaines de ces initiatives, ce que nous constatons, c'est que ça génère énormément d'abord de motivation chez les employés, que ce soit chez les clients, chez les fournisseurs, chez Accenture également, et au-delà un certain nombre d'éléments de résultats tout à fait probants. Est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez nous donner pour illustrer cette démarche-là? Typiquement, ce que je vous racontais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, ce que nous voyons se mettre en place chez des constructeurs automobiles, sur la flexibilité de la construction des voitures, sur l'aménagement entre les humains et les robots sur ces chaînes de construction de voitures chez des constructeurs allemands, pour ne pas les nommer, sont pour nous un exemple très probant de la manière dont cela se met en place. Et l'apport, vous pouvez l'évaluer, mesurer? L'apport, il va se mesurer comme toutes les initiatives dans les entreprises en gain de part de marché et en gain financier, in fine. Concrètement, l'intelligence artificielle va-t-elle pousser l'être humain à développer cette intelligence collective un peu de façon parallèle pour rester en relation, et en relation qui ne soit pas trop inférieure avec l'intelligence artificielle? C'est une question intéressante. Ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, de manière assez modeste mais assez précise, c'est que quand on compare dans un certain nombre de domaines, qu'il s'agisse des échecs, qu'il s'agisse du diagnostic médical, la machine toute seule développe plus rapidement une analyse plus précise que l'être humain, mais que l'être humain et la machine, quand ils collaborent, développent des analyses
en l'occurrence des solutions pour le jeu d'échecs, et Garry Kasparov a écrit un livre là-dessus, c'est une référence dans le domaine, ou dans le domaine du diagnostic médical. On a vu des études qui ont été publiées récemment là-dessus aux États-Unis. Quand l'homme et la machine collaborent, ils trouvent des diagnostics ou ils trouvent des solutions qui sont encore plus précis et meilleurs que ce que la machine toute seule peut faire. Et pour nous, c'est là-dessus que le travail essentiel doit se faire, dans cette collaboration entre l'homme et la machine, dans tous les domaines qui nous concernent. Donc l'intelligence artificielle serait intégrée à l'intelligence collective ? Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci à Francis Interman pour cet éclairage sur l'intelligence collective. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.